Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème de Hein. Ce théorème énonce que si on choisit I un segment de R, c'est-à-dire un intervalle fermé et borné de R, et si on choisit f une fonction continue de I dans R, alors la fonction f est uniformément continue sur I. Alors comme ces notions-là, de continuité et de continuité uniforme sont assez proches, je vais reformuler l'enjeu d'une manière plus précise. L'hypothèse dit que f est continue en tout point de I, c'est-à-dire que quel que soit x dans I, quel que soit epsilon positif, il existe une distance eta, telle que pour tout point y à distance O plus eta de x, alors f de x est à distance O plus epsilon de f de y. De l'autre côté, le but, cette affaire de continuité uniforme, consiste à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un eta, tel que pour toute paire de points espacés de O plus eta, alors f de x et f de y sont à distance O plus epsilon. Donc l'enjeu ici ressemble énormément aux enjeux qu'on a soulevés quand on a parlé de convergence simple et de convergence uniforme dans les émissions précédentes. Dans l'hypothèse, le eta dépend a priori de x. Alors il dépend aussi de epsilon, mais ce qui va nous intéresser précisément aujourd'hui, c'est qu'il dépend a priori de x. Donc on aurait pu l'appeler eta x d'ailleurs. De l'autre côté, dans le but, le eta ne dépend plus de x. Il vaut pour tout x et pour tout y. Donc c'est une constante qui est plus universelle. C'est quelque chose de plus puissant, cette assertion-là. Alors essayons de développer, dans un premier temps, une intuition sur un dessin. Est-ce qu'on pourrait, à partir d'un dessin, obtenir une idée de preuve qui puisse nous aider? Si on choisit epsilon, sur l'axe des ordonnées, il nous faut trouver une distance sur l'axe des abscisses, de telle manière que deux points espacés de cette distance aient des images qui soient espacées au plus de epsilon. Alors à nouveau, on va faire un dessin assez sauvage, puisque je ne peux pas être très précis, mais j'imagine qu'avec un eta assez petit, j'arriverai à faire en sorte que les ordonnées soient espacées au plus de epsilon. Donc je le fais ici avec 3 paires de points espacées de eta. Et même sur ce dessin, on peut se dire que ce qui compte vraiment, au final, c'est l'endroit où la pente de la courbe est la plus raide, puisque si j'arrive à trouver un eta qui convient pour cet endroit-là, alors à des endroits où la pente est moins raide, eh bien ça pourrait convenir tout autant. Cela dit, c'est là une excellente mauvaise idée. Dans le sens où le dessin que j'ai fait, malheureusement, n'est pas assez générique. J'ai dessiné une courbe qui était clairement la courbe d'une fonction de classe C1, au moins, et donc je peux parler de pente. Mais le théorème de Hein est beaucoup plus général. Il se contente d'une fonction qui est continue. Donc je ne pourrai jamais invoquer cet argument de pente. Alors cette idée-là n'est pas à jeter pour autant. Elle pourrait permettre de démontrer d'autres propositions un peu plus faibles, par exemple celles que j'écris ici dans les petites bulles, mais aujourd'hui, on va tout simplement pas pouvoir les exploiter. Alors l'idée de la démonstration, ça va être de chagrin un peu dans un premier temps, on va dire, de raisonner par l'absurde. Donc on va l'appeler la riposte constructive de Hein, puisque nous on va prétendre que sa fonction n'est pas uniformément continue. Et on va bien voir ce que ce gentilhomme a à nous proposer pour écarter notre raisonnement. Alors on va choisir f, une fonction de I à valeur dans R, une fonction continue. Et on raisonne par l'absurde, comme annoncé, en supposant que f n'est pas uniformément continue sur I. Donc ça veut dire qu'il existe epsilon positif, tel que pour toute distance delta, il existe une paire de points de I, dont la distance entre les deux est plus petite que eta, mais pourtant que la distance entre f de x et f de y est plus grande strictement que epsilon. Donc je n'ai fait ici que prendre la négation de l'assertion logique de l'uniforme continuité. Et la question qu'il s'agit de se poser ici, c'est pourquoi. Quand on essaye de retenir une démonstration, il faut absolument qu'on comprenne pourquoi on peut avoir l'idée de faire tel ou tel raisonnement. Et ce qu'on avait expliqué dans une émission antérieure, dont j'inscris la référence ici, c'est que dans un raisonnement par l'absurde, l'important, c'était de comprendre pourquoi la négation de l'assertion logique pouvait être plus pratique que l'assertion elle-même. Alors on va essayer de comprendre à nouveau ça sur le dessin. On va se dire, on va fixer un epsilon plus petit, par exemple en bleu. Et là tu vois que le eta que j'ai choisi tout à l'heure ne convient plus, ça ne fonctionne plus. Mais je me dis, s'il ne fonctionne plus, je peux le choisir peut-être 2 fois plus petit. Et peut-être qu'il conviendra. Alors s'il convient, tu vas me dire, certes il convient. Mais s'il convient pas, je le choisirai encore 2 fois plus petit. Et donc cette idée-là,
de se dire que je peux choisir un réel de plus en plus petit, ça m'invite à construire une suite qui tend vers 0. Et donc c'est ça l'idée principale du raisonnement, en fait, de la démonstration. C'est que quand on fait la négation logique de l'uniforme continuité, on récupère une suite avec laquelle on va pouvoir travailler. Alors allons-y. On va choisir epsilon positif, tel que l'assertion ci-dessus soit vérifiée. Et donc on va dire que, en particulier, pour tout entier naturel n, l'assertion est vraie avec état est égal à 1 sur 2 puissance n. Donc c'est cette fameuse idée de choisir des états de plus en plus petits. Et donc qu'est-ce que l'assertion nous dit ? Eh bien on nous dit qu'il existe un couple tel que, etc. Donc on va en choisir un. On va dire que cette assertion permet de choisir un couple que je vais appeler xn, yn, je vais l'indexer par le même entier naturel qui a servi à construire état, et donc ce couple-là est choisi de telle manière que la distance entre les deux points soit plus petite que état, et pourtant que la distance entre leur image par f soit strictement plus grande que epsilon. Alors il convient à nouveau de se rassurer quant au fait qu'il y a toujours à cet endroit-là une contradiction. Sur le dessin, même avec epsilon en bleu, en choisissant n égale 10 000, c'est-à-dire état est égal à 1 sur 2 puissance 10 000, on se doute bien que ça va calmer bien des epsilon. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se demander que se passe-t-il lorsque n maintenant devient très grand, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini. Alors si tu m'accordes quelques instants que les suites xn et yn pourraient converger, respectivement vers des réels x et y, alors par encadrement, j'aurais x égale y, puisqu'il me suffirait de faire tendre n vers plus l'infini, et par théorème d'encadrement on obtiendrait cette égalité-là. Sauf que maintenant, par continuité de f, et par continuité de la fonction valeur absolue d'ailleurs, je pourrais dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de cette distance-là, entre f de xn et f de yn, eh bien ça vaut la distance entre f de x et f de y, et donc, comme x égale y, ça vaut 0. Et ça poserait un réel problème, puisque les distances entre f de xn et f de yn sont toutes strictement plus grandes qu'un nombre strictement positif. Donc la limite, si elle peut bien faire epsilon, ne pourra jamais faire 0, puisque epsilon a été choisi strictement positif. Donc on aurait ici une contradiction. Le problème majeur de ce raisonnement, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Les paires de points qu'on a choisis, xn et yn, même si elles sont très proches, peuvent être choisies à des endroits extrêmement différents sur l'axe des abscisses. Cela dit, quand on considère des suites à valeur dans un segment, et qu'on a des problèmes de convergence, on dispose d'un outil formidable, et on va l'utiliser tout de suite. On va dire que comme i est borné, en tant que segment, eh bien la suite xn est une suite réelle bornée, puisque ce sont des éléments par construction de i. Et donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, que je démontre dans cette émission-là d'ailleurs, on peut en extraire une sous-suite qui converge vers un réel alpha. Donc voilà notre première utilisation d'une hypothèse qu'on avait pour l'instant laissée pour compte, c'était le segment, le fait que i soit un segment. Et on va dire que de plus, comme les éléments de cette suite sont tous des éléments de i, qui est fermé, donc on utilise à nouveau cette même hypothèse, et bien cette limite-là, alpha, appartient aussi à grand I. Donc par rapport à l'idée qu'on a eue sur le tableau de gauche, on n'a pas réussi à faire converger xn, mais on a réussi au moins à en extraire une sous-suite qui convergeait. Mais c'est pas tout, puisque ce qu'on voulait, ce n'est pas seulement faire converger une sous-suite de x, mais faire converger une sous-suite commune des suites xn et yn. Alors une première idée, ça serait de partir de la suite y phi n, et d'appliquer à nouveau Bolzano-Weierstrass pour en extraire une sous-suite qui elle aussi converge. Mais en fait, on a beaucoup plus simple que ça. Puisqu'on va dire que pour tout n dans n, y phi n, je peux l'écrire comme y phi n moins x phi n plus x phi n. Et ici, la première différence par encadrement, elle tend vers 0, et la deuxième, par hypothèse qu'on a faite sur la suite x phi n, elle tend vers alpha. Donc je n'ai même pas besoin d'extraire une deuxième fois, en réalité. Avec cette injection strictement croissante phi, eh bien j'ai la convergence non seulement de x phi n, mais aussi de y phi n, et en plus, vers la même limite. Et donc, on va conclure exactement de la même manière que dans l'idée qu'on avait eue dans le tableau de gauche. On va dire que par continuité de f en alpha, qui est un élément de i, donc c'était une idée qui manquait aussi dans le tableau de gauche, de se dire que finalement les réels x et y, on savait pas vraiment où est-ce qu'ils étaient. Là, ici, on a dit que alpha était dans i, donc f qui est continu sur i, et continu en particulier en alpha, et bien la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de la distance entre f de x phi n et f de y phi n,
ça vaut la valeur absolue de f de alpha moins f de alpha, et donc ça vaut 0. Et donc on obtient cette fameuse contradiction, puisque normalement, toutes ces différences-là, en valeur absolue, sont strictement plus grandes que epsilon. Ce qui achève le raisonnement par l'absurde, et qui nous permet de conclure dans la joie que la fonction f est uniformément continue sur i. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.